Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Temps qui reste, et vous le citez dans votre livre, Hatton, se préparer au pire, de Hatton et Riva. Vous êtes deux à avoir écrit ça. Hatton, vous êtes, je le rappelle, vous avez été gendarme d'élite, vous avez été membre du GIGN pendant combien de temps? J'ai fait 20 ans d'armée, donc 15 années au GIGN. D'accord, oui. Vous savez ce dont vous parlez, c'est important pour nous ici. Et donc, avec Jean-Luc Riva, dans le renseignement, et vous avez écrit un livre très intéressant parce que, d'abord, c'est un livre qui, effectivement, tranche un peu avec ce qui se passe aujourd'hui et ce qu'on entend aujourd'hui, parce que vous vous dites, écoutez, hein, oui, non, tout n'est pas bleu, ça on le sait. Et simplement, en général, on donne des conseils pour améliorer, pour manger du quinoa, pour se préparer à un petit développement personnel. Et puis on dit, oui, mais dans la situation d'aujourd'hui, où la violence est là, où la violence peut frapper n'importe qui à n'importe quel moment, eh ben, se préparer, comme vous dites, au pire. Et d'ailleurs, vous citez très 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 bien j'aime beaucoup, si le pire est susceptible d'arriver, il arrivera. Exactement. Et effectivement, on peut se poser la question. Et alors, vous parlez de tout, là, c'est-à-dire aussi bien pour les femmes qui se retrouvent en jogging ou dans un parking, qui se font violenter ou qui se font agresser par des lourds dragueurs assez minables. Les cambriolages, vous parlez des quartiers, vous parlez des chiens agressifs, vous parlez de toutes les situations où on peut être, et c'est très intéressant, où on peut être victime, voilà, quelqu'un qui passe, il n'a rien demandé. Hein. Ça me rappelle juste un mot de Alphonse Karr, vous savez, l'humoriste. Il disait, vous savez, je suis absolument contre la peine de mort à une condition que messieurs les assassins commencent. Mais pour revenir à ça, vous ne parlez pas, c'est pas votre sujet, la peine de mort, c'est vraiment la violence, c'est les attentats. Et aujourd'hui, hein, on en a parlé depuis ce matin, on est en plein dedans, la survie, etc. Comment faire? Et vous dites très très bien, vous dites, attendez, nous on n'est pas là pour vous remplacer, donner des conseils, on vous donne des conseils, après c'est vous qui agissez. C'est pas, on va pas agir à votre place, on n'est pas là, et on va pas mettre un policier devant chaque personne, c'est pas possible. Alors, en fait, c'est venu c'est venu comment à Riva et à vous, Hatton, d'écrire cela? Disons que on est témoin en permanence déjà dans les actualités, mais aussi dans notre entourage proche où on est très sollicité en tant que technicien de la sécurité, des amis qui subissent du harcèlement, des violences dans la rue, qui voient cette montée même de la violence qui est omniprésente, et ils nous demandaient tout le temps, mais qu'est-ce que vous feriez dans telle situation, et dans celle-ci, et dans celle-ci. Et on en a discuté, on a dit, je pense que c'est le bon moment pour réunir un peu nos compétences et les mettre au service de... Alors là, c'est vraiment un livre qui s'adresse à tout le monde. C'est au service de tout à chacun. Donc nous, on a nos idées, on a nos process. Mais là, il a fallu rendre ça accessible à tout le monde. Ouais. Alors accessible à tout le monde, effectivement, et vous envisagez énormément de situations. Maintenant... Très sincèrement, j'ai lu votre livre et encore une fois, c'est un livre très bien fait et qui donne des conseils précis. D'ailleurs, il y a des schémas, il y a un certain nombre de situations. Vous parlez même de la forme physique, même de la nourriture, de tout. Donc, c'est-à-dire, vous dites, il faut se préparer. En fait, ce que vous dites, c'est ce que disaient certains sorciers indiens, je pense à Carlos Castaneda, il faut devenir guerrier, quoi. Ah, mais complètement. Complètement. Mais complètement. Mais on n'est plus à l'abri maintenant. On sort dans la rue. Regardez, même dans les établissements scolaires, on n'est pas à l'abri. Donc, si on n'est pas à l'abri dedans, je vais dire non. Il faut se préparer. Effectivement, c'est pas une fiction. C'est une réalité. Et comment vous expliquez, vous, parce qu'ils viennent vous voir, certains de vos amis, mais on a l'impression quand même, tout se passe comme si la plupart des gens disaient oui, mais ça n'arrive qu'aux autres, ça n'arrive pas à moi. Puis bon, et puis voilà, le gouvernement est là, et puis les autorités sont là, et puis oui, puis il y a Israël, Gaza, et puis il y a l'Ukraine, la Russie, et puis il y a ceci, cela. Alors de temps en temps, oui, il y a Samuel Paty, il y a tel ou tel événement, il y a eu le Bataclan, il y a eu quand même tout cela. Mais oui, sur le moment, on fait des fleurs, imagine de John Lennon, on met des bouquets, et voilà, et des bougies, et tout va bien. À quoi c'est-à-dire, comment ça vous fait réagir quand vous voyez cette espèce de « vous n'aurez pas ma haine » ? Ça m'énerve. Ça m'énerve, je trouve le déni dangereux.
je suis pas là pour secouer la pulpe des gens qui n'ont pas envie, qui mettent volontairement la tête dans le sable. Mais il y a quand même une part de la population, et elle est de plus en plus nombreuse, qui se sent concernée. Et pour ces gens qui se sentent concernés, mais qui sont désemparés, qui sont en recherche de techniques, de précautions à prendre, voilà, de conseils, ben on s'est dit on va leur donner. Et puis les autres, bah écoutez, j'ai envie de dire, on va pas sauver tout le monde. Hein. Bien sûr. Ceux qui font un déni, ils auront la sidération, ils auront la surprise, et c'est dommage, mais faudra pas se plaindre. Vous avez choisi le déshonneur pour éviter la guerre, vous aurez le déshonneur et la guerre, disait un certain Winston Churchill. Là, c'est pas le déshonneur, mais c'est peut-être la sidération, justement. Alors, racontez-nous, donc, les conseils que vous donnez, là, enfin, les situations que vous décrivez, par exemple, quand vous parlez des femmes agressées, et c'est vrai qu'il faut le dire, la plupart des agressions se font contre les femmes, parce qu'elles sont plus faibles, et voilà. Et vous dites quoi? Vous dites, armez-vous dans tous les sens du terme? Alors, armez-vous, oui, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire, c'est physiquement, c'est préparez-vous physiquement, soyez en bonne condition physique, ayez un mental préparé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut se préparer à la violence, c'est aussi être capable d'user de la force. Alors attention, je dissocie complètement la violence déraisonnée, de la colère qui est désordonnée, à l'usage de la force qui est ordonnée et organisée. Voilà. Et presque rationalisé, je dirais, quelque part. C'est ça. Exactement, parce que bon, il y a un cadre légal qu'on exprime dans le livre, hein, pour ne pas non plus se mettre dans des situations compliquées. Mais à un moment donné, bon, il faut aussi choisir sa position et la tenir fermement. C'est-à-dire que si je décide de devenir acteur dans la résolution de la crise qui me concerne, où je suis face à un individu dangereux, je suis préparé et je suis déterminé. Voilà. Et je n'ai pas peur aussi de faire mal à quelqu'un qui en veut à votre vie. Vous avez prononcé un mot très important, à tous, c'est acteur. En fait, est-ce qu'on va rester spectateur, ou quand il se passe quelque chose qui nous concerne, et qui nous concerne directement, nous, nos proches, est-ce qu'on va être acteur? Alors il faut quoi pour être acteur? Être acteur, c'est se sentir concerné par l'actualité, c'est savoir que la police, elle est dépassée, qu'il y a un gros problème d'effectifs, police, gendarmerie. Au niveau de la justice, c'est très compliqué, ils sont surchargés de dossiers, les prisons sont pleines, les petites peines ne s'en font plus. Il y a un sentiment d'impunité qui fait qu'on a beaucoup de délinquants qui sont dehors, et avec ce sentiment d'impunité, ils agissent. Donc si on compte sur la police, ils font leur maximum. Hein. Moi, je n'envoie la pierre à personne. Bien sûr. Mais vous risquez d'attendre longtemps. Oui, c'est ça. Et pendant ce temps, l'agresseur, lui, il attend pas. Lui, il attend pas, lui, il a faim. Ouais. Exactement. Et donc vous dites donc conditions physiques et apprendre quand même un certain nombre de choses. Comment on apprend? Enfin, c'est quoi? C'est un entraînement, je dirais l'autodéfense, parce que c'est ça dont vous parlez, quoi. Il faut se dire, ça s'appelle l'autodéfense. Il y a des gens qui ont peur, ils disent autodéfense, c'est quoi? Autodéfense, c'est de savoir se défendre. Donc exactement. Alors ça, c'est la technique. Maintenant, il y a aussi une grosse préparation mentale. Moi, je reviens sur ma carrière au GIGN, quand on faisait un briefing avant de s'interposer face à des terroristes ou des forcenés, on faisait ce qu'on appelait un tableau de gestion de crise, c'est-à-dire qu'on envisageait le pire, on se préparait au pire. Donc on faisait tous les scénarios et on amenait par des discussions, par des modes opératoires, des solutions à toute éventualité. Et une fois qu'en fait on s'est préparé à toute éventualité, on crée des raccourcis entre le cerveau et le physique, et ce qui fait qu'on n'est plus dans la sidération, mais on est dans l'action, presque l'acte réflexe. Et c'est ça en fait qu'on essaie de créer dans toute la population, que tout le monde puisse avoir des actes réflexes. Alors attention, c'est pas essentiellement de réagir au niveau physique, mais c'est déjà dans l'observation, la prise de recul, et puis ça peut être l'évitement. C'est-à-dire envisager quand même tous les scénarios du pire. Bien sûr. Là où on est quelque part, sans être paranoïaque et sans se dire je vais être attaqué 24 heures sur 24, mais envisager la situation. Alors, ça peut être compliqué, anxiogène, de se mettre en permanence en situation. Là, le livre, en fait, va vous aider à vous immerger c'est des récits, hein, vous avez vu, c'est des petites histoires qu'on raconte qui vont permettre justement de susciter une émotion, envie de dire, oula, mais en vous, mais dire, pas moi, j'ai pas envie d'être dans cette situation-là. Et qu'est-ce que je mettrai en place? Donc déjà, c'est susciter une
d'interrogation personnelle. Et ensuite, à la fin du chapitre, on donne un certain nombre de clés, de précautions à prendre pour justement éviter cette situation. Et il y en a, comme vous l'avez cité, entre les rencontres Internet, le terrorisme, le harcèlement scolaire, on en a beaucoup. Énormément, c'est clair. On va revenir après cette petite pause, de parler avec Atto. C'est très important, effectivement, de savoir où on en est. On est toujours avec Aton, qui est notre invité du jour, et puis avec vous, au 0826 300 300, si vous avez une question. À tout de suite sur Sud Radio. 10h17 sur Sud Radio, nous sommes toujours avec Aton, qui vient nous voir pour son nouveau livre, Se préparer au pire, c'est publié chez Albin Michel. Alors, Aton, vous effectivement, vous avez dans votre livre peut-être pas toutes les situations, mais en tout cas plusieurs, très intéressant, parlant des cambriolages. Bon. Vous parlez cambriolage, vous dites quoi faire à ce moment-là, effectivement, et vous parlez très bien qu'est-ce que c'est la légitime défense, et vous citez tous les articles de loi, ça c'est très bien, dans quel cas vous êtes en situation de légitime défense, et dans quel cas vous ne l'êtes pas, parce qu'après pour les poursuites. Mais je vais vous donner un exemple qu'il y a eu il n'y a pas très longtemps, dont vous avez sûrement entendu parler. C'est quelqu'un qui est chez lui, et il y a 3 cambrioleurs qui viennent dans sa maison. Lui, il a une expérience, je ne sais pas si c'est des arts martiaux, en tout cas de la lutte. Il arrive à en faire fuir 2, et il séquestre, enfin, il arrête et il appelle la police. La police vient voir, donc prend possession de la personne qui n'a pas pu fuir, parce que le type savait le maîtriser. Et alors, effectivement, il est devant la justice, le cambrioleur, mais le propriétaire aussi, parce que vous l'avez séquestré, donc vous allez être inculpé pour séquestration. Mais c'est quoi ça, Atto ? Ça m'est arrivé, j'avais 19-20 ans, j'ai trouvé un cambrioleur chez mes parents, je faisais la sieste, je l'ai récupéré, je l'ai mis à genoux, j'ai pris une batte de baseball et je lui ai dit écoute, est-ce que t'es tout seul, est-ce qu'il y a du monde autour? Il m'a dit je suis tout seul. J'ai appelé la police m'avait dit voilà, nous on n'a pas de véhicule disponible, il va falloir attendre. J'ai dit je vous donne 10 minutes, si dans 10 minutes vous êtes pas là, moi la batte de baseball je lui mets sur la tête et je vais faire le tour. Quand ils sont arrivés, ils m'ont vu, c'était j'ai pas séquestré en fait, vous l'avez fait ce qu'on appelle pour que la police vienne et l'arrêter. Oui, mais ce qu'il y a, c'est que je pense qu'il y a un monde entre la réalité, après entre les gendarmes ou les policiers qui vont prendre la déposition. Ça va dépendre aussi. Qu'est-ce qui s'est passé, dans votre cas? Moi j'ai été complètement suivi dans la déclaration que j'ai fait pour la police. La police a dit mais non, vous avez très bien fait, vous nous l'avez remis, il était en état, il avait j'ai pas atteint son intégrité physique, mais c'est vrai que à un moment donné, oui, je me suis posé la question de savoir si j'allais pas faire le tour de la maison, mais avant le neutraliser. Et le neutraliser, c'est pas en lui balançant une petite tapette, c'était. C'est pas lui lancer un bouquet de fleurs. Non, parce que les personnes, on sait pas ce qu'elles viennent faire chez vous, et puis non, c'est anxiogène, c'est dangereux, donc voilà. Mais après, je pense pour le jugement accusé de séquestration, je pense que le juge n'a jamais été cambriolé, il n'a jamais été face à cette situation. Alors encore une fois, je ne jette pas la pierre ni à la justice, ni aux forces de l'ordre, ni à personne, mais à un moment donné, il faut se mettre un peu à la place d'une personne dans la société dans laquelle on vit, qui rentre chez lui, qui se retrouve face à des cambrioleurs. Alors oui, il y a la légitime défense, il faut bien la connaître, mais à un moment donné, quand on interpelle quelqu'un qu'on appelle la police, je pense que c'est plutôt ça, on aurait pu faire autre chose. Bien sûr. Voilà. C'est sûr, mais comme vous dites, en fait, le problème, c'est qu'il faut résoudre ça dans la minute, ou en tout cas dans l'heure, et puis la police, comme vous dites, on lui jette pas la pierre, mais elle peut pas être là dans les 2 minutes. Et c'est un vrai problème. Et vous le posez très très bien, parce que quand vous dites, moi j'ai été très frappé, vous parlez effectivement, en fait, est-ce que ce n'est pas d'abord un côté mental ? Changer de mode de vie, mais dans la mentalité, se dire, il n'y a pas ça. Ça ne veut pas dire qu'on va être paranoïaque du matin au soir, mais on se dit, attendez, on se prépare peut-être à des choses qui peuvent être désagréables et qui peuvent arriver, quoi. Moi, je me souviens, j'ai grandi dans les années 80, on portait pas la ceinture de sécurité. On la mettait pas, mes parents, moi j'étais à l'arrière de la voiture, j'étais libre, mes parents ne portaient pas la ceinture de sécurité, et puis il y a eu une campagne où on nous a dit, il y a beaucoup de morts suite aux accidents, du fait de ne pas porter la ceinture de sécurité. Alors au début, quand on mettait la ceinture de sécurité, effectivement, on pensait, quand on la mettait, rien que le fait de la mettre, on pensait à l'accident. Aujourd'hui, quand vous mettez la ceinture de sécurité, c'est un acte réflexe, vous ne pensez pas à l'accident que vous allez avoir. Et bien, ce qu'on essaie de susciter, en fait, c'est que les gens
et des actes réflexes, prennent des précautions sans trop y penser. Et puis en même temps, quand on prend un maximum de précautions, on se prémunit un peu du danger. Donc il faut s'y préparer gentiment, à son rythme. On n'est pas en train de forcer, de mettre les gens dans des bootcamps et de les forcer dans un camp GIGN à en faire des grands guerriers. Non, et chacun va faire en fonction de sa capacité physique et mentale aussi. Et mental, c'est très important. Alors, la question, vous en parlez un peu, c'est un peu le fil rouge quand même dans tout ça. Vous parlez d'autodéfense, vous parlez de techniques de lutte, etc. Enfin, tout ce qu'on connaît, le training, l'apprentissage du stress, parce que évidemment, le stress est très fort dans ces cas-là. Il l'est même dans la vie quotidienne déjà, donc encore plus. Mais la question que je voudrais poser à Atto, c'est ceci. Au fond, il y a quand même un tabou, et peut-être justifié. Vous savez, en Amérique, second amendement, tout le monde a le droit de porter des armes. En France, interdit absolu, en Europe d'ailleurs, etc. Et moi, je prends pas parti, mais enfin, j'entends les avocats qui disent c'est pas possible, vous donnez les armes à tout le monde, ça va être le carnage. D'autres qui disent attendez, on forme les gens, mais dans certains cas, quand il s'agit de quelqu'un qui vient dans l'intention de vous égorger ou être, est-ce que ce ne serait pas mal que vous ayez peut-être, comme disent Laurent Oberton ou d'autres, est-ce que vous aurez pas mal que vous ayez une moyen de vous défendre qui soit aussi des armes? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi je trouve qu'il faut dépassionner un peu. En France on est toujours dans la grande émotion, les discours vont dans des extrêmes à l'autre et en fait on ne prend aucune mesure parce que ça plaira ni à l'un ni à l'autre. Donc on fait rien. Ouais. Non, voilà. Mais moi ce que je souhaite, c'est mettre un peu de bon sens dedans. On a des anciens forces spéciales qui prennent la retraite. On a des gens d'unité d'élite qui quittent, comme moi, à 40 ans, et à qui on enlève le prolongement de mon bras. C'était une arme. Pendant 20 ans, j'ai été armé, j'étais militaire. Et en fait, on supprime une capacité de réponse civile à un acte attentat. Voilà. Moi, je prends le métro, je prends les transports. J'ai déjà été témoin de vols, d'agressions. Alors, et vous avez réagi? Alors moi, mais à 100%. Vous réagissez à chaque fois? Je réagis à 100%. Alors soit je réagis seul parce que c'est très compliqué d'associer les gens parce qu'ils se posent tellement de questions qu'en fait le temps qu'ils aient les réponses, l'action est déjà passée. Donc c'est assez compliqué. Ou sinon on arrive quand même à trouver un certain nombre de personnes et il y a eu Annecy, il y a eu des gens à Marseille qui sont intervenus sur des agressions et ça me rassure. Donc il suffit d'un regard, il suffit d'une petite organisation assez rapide de se dire moi j'en suis, toi aussi, et on va agir. Et chacun agit à sa manière. Certains vont donner l'alerte, prendre le téléphone et appeler. D'autres vont prendre le téléphone et filmer. Bon, s'ils ont donné l'alerte avant, c'est mieux. Mais voilà, mais chacun va faire. En ce qui concerne l'armement, avoir une arme, c'est une responsabilité. Ça nécessite une capacité physique pour la protéger, pour ne pas se la faire voler. Ça nécessite une capacité technique qui ne s'acquiert pas comme ça du jour au lendemain. Vous n'allez pas acheter une arme et ça y est, vous êtes un grand tireur, parce qu'on va tirer en situation de stress. Donc ça nécessite aussi un mental. Et ça, tout le monde n'en est pas capable. Par contre, je pense qu'il y a un gros vivier en France de personnes qui pourraient être armées, mais qui ne le sont pas. Et là, c'est là les anciens, les anciens, et je dirais déjà prioritairement les anciens forces de l'ordre ou militaires, forces spéciales. Oui, c'est très très intéressant. On va en parler encore, on va continuer d'en parler avec Atto et puis avec Atto et puis avec vous bien sûr au 0826 300 300. Vous êtes déjà nombreux à nous appeler au standard. On continue de prendre vos appels 0826 300 300. À tout de suite. Atton et Riva se préparer au pire aux éditions Albin Michel, un manuel de défense à la fois mentale, à la fois physique, mais peut-être se préparer au pire Atton, c'est pour être meilleur. Ah bah complètement, oui. C'est monter en capacité, c'est monter le niveau physique. Bah déjà c'est bon pour la santé. Monter le niveau psychique par la gestion du stress, c'est aussi positif et ça sert dans toute situation. Stress au travail, etc. Et puis techniquement, en faisant peut-être du sport, des sports de combat, en faisant du tir, en faisant tout un tas de choses en fait, des activités qui peuvent vous aider à vous protéger. Oui, et puis
je veux dire honnêtement, ce n'est pas une activité inintéressante. Vous avez beaucoup de loisirs. On peut faire effectivement manger du quinoa et faire des fleurs, mais on peut aussi peut-être se préparer. C'est pas une mauvaise chose. En tout cas, apprendre un certain. Je voudrais parler alors il y a beaucoup de choses. On pourrait passer des heures, mais sur le harcèlement, c'est intéressant. Vous parlez du harcèlement à l'école, et là aussi, Dieu sait. Et là, si on a eu des exemples, ça, harcèlement au travail et autres. Et vous dites quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Je veux dire, donnez-nous ici, enfin vous en parlez dans votre livre, auquel je renvoie et que je recommande, mais le harcèlement, est-ce que c'est quelque chose en fait où c'est toujours la faiblesse? Si vous cédez, on va continuer encore et plus, et il faut opposer, en fait, c'est toujours là, c'est au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable. Oui, alors ce qu'il y a, c'est que c'est assez compliqué parce qu'en fait, on réagit en fonction des armes que l'on a. Soit l'humour peut être une arme pour détourner justement le harcèlement et montrer qu'en fait ça ne nous atteint pas et qu'on fait diversion. Ça peut être sur le mental, un mental fort, et puis on ne se sent, on n'est pas atteint ou très peu. Vous êtes des exemples de ça? Alors moi j'ai été harcelé quand j'étais enfant. Mon père s'en était mêlé, il avait fait cesser dans un premier temps. Gosse à l'école, quand j'avais 7-8 ans. Ouais. J'ai été victime de du harcèlement, donc mon père s'en était mêlé, ça m'avait permis d'éviter pendant quelques temps, et ensuite c'est revenu ensuite c'est revenu au lycée. Mais entre temps j'avais trouvé mes exemples c'était Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme, Sylvester Stallone, et moi je m'étais dit voilà, eux ces gars-là physiquement sont forts, déjà quand ils prennent un coup ils le sentent beaucoup moins que quelqu'un qui a un corps beaucoup plus faible, qui est moins musclé du moins, et puis mentalement c'était des monstres. C'était voilà, un mur, il fonçait. Et donc, c'est là où vous êtes bien à apprendre les sports de combat je me suis mis au sport de combat à fond, je me suis endurci mentalement, la lecture de différents livres, et puis en allant, en confrontant aussi, alors confronter à la nature, on gagne jamais, mais je faisais beaucoup avec mon père de la randonnée, des choses un petit peu dures, ce qui faisait que ça m'a endurci, et je me suis retrouvé au lycée. Où j'ai été victime encore de harcèlement. Sauf que ce que j'ai fait, là, j'ai dit au professeur, écoutez, là, les harceleurs, s'ils continuent, je vais répondre, mais de manière brutale. Et je crains que ça soit pas à votre convenance, ni à la convenance du lycée. Et j'ai pas été écouté. Et on en est venu aux mains. Mais alors ça a été malheureux parce que je l'ai fait dans un réfectoire, et ça a été, il y en a un élève qui a été défenestré, ça a été très très loin, mais c'était la colère qui parlait. J'ai pas fait preuve là pour le coup d'usage de la force raisonnée, et là j'étais vraiment dans la colère. Ouais. Et ça c'est dangereux. C'est vraiment dangereux. Donc, mais par contre, ça a eu pour effet, j'ai été respecté. Alors j'étais stigmatisé. On vous a plus touché, quoi. Enfin, non, j'étais une brute, mais mais j'ai préféré cette position. Même maintenant dans le livre, on dit vraiment ne réagissez pas à la violence, par l'excès, mais essayez vraiment de prendre du recul et de vous faire aider. Non mais pardon, parlons très concrètement. Quelqu'un qui est dans la cour ou dans la rue, qui arrive, et il reçoit une baffe. Okay, une baffe, je dis même pas qu'il se fait poignarder. Il fait quoi? Il répond par l'humour, il répond quoi? Mais ça va pas un exemple. Ça va dépendre en fait. Et là, dans le livre, on explique, c'est que chacun doit se positionner sur ses capacités physiques et mentales. Et en fin de compte, il faut se connaître. Et beaucoup de gens en fait ne se sont pas projetés dans une situation de crise. Si vous prenez une gifle que vous n'avez jamais pensé à la prendre et que vous n'avez jamais projeté intellectuellement dans cette situation, vous allez être sidéré. Si vous vous imaginez, vous dites, tiens, là je vais sortir du studio et quelqu'un va me mettre une gifle dans la rue. Comment je vais réagir? Je vais l'observer, je vais regarder comment il est physiquement. S'il ressemble à Tyson, peut-être que je vais repartir avec ma colère sous le bras, et puis je vais voir un témoin et je vais dire, vous êtes témoin de ça? Ok, on va appeler la police et on va essayer d'agir avec de l'aide sur la police. Si maintenant c'est un inconscient, est-ce que, si c'est un fou par exemple, est-ce que moi, Aton, je lui mets une gifle? Peut-être pas non plus. Mais je vais pas en rester là. Bien sûr. Voilà. Il faut réagir à la situation. Enfin, il faut être conscient et être prêt presque à la situation. Oui, quoi. En se projetant, en ne faisant pas un déni, mais en se projetant dans des situations difficiles, telles qu'aussi les attentats. Moi, quand c'est arrivé au Bataclan, je me suis dit, si j'avais été à l'intérieur, qu'est-ce que moi, avec mes capacités physiques, mentales, techniques, tout ce qu'on peut imaginer, mais avec le stress, ce qui fait qu'on diminue à nos capacités. Qu'est-ce que j'aurais fait? Alors moi, je vais vous donner un exemple. J'ai été l'un des rares, le seul journaliste européen français à interviewer Trump en 2016 pendant sa campagne.
Je vous parle de ça parce que c'est intéressant. Et on s'est mis à parler du Bataclan. Et c'était en 2016, donc 6 mois après, ou enfin quelques mois après. Il m'a dit, mais je comprends pas pour les Français. Je comprends pas. Vous avez 3 mecs qui arrivent, qui tirent comme des lapins, qui font du tir au pigeon, et vous répondez pas. Et il dit, mais moi, et il me sort son revolver en tiroir. Il dit, mais moi j'aurais réagi, j'aurais tiré. Ouais. Mais c'est une vraie question. Je veux dire, il y a eu quand même pendant 4 heures, et c'est un commissaire de police qui a d'ailleurs interrompu, mais pendant 4 heures ou 3 heures, il y a eu des gens qui ont tiré, 130 morts et je sais pas combien de blessés, et c'était tir au pire. Enfin, c'était, terrible. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ça? Alors, je vais vous dire une situation. Quelques mois auparavant, on avait un groupe au GIGN, un groupe de métal, qui a joué au Bataclan. Et forcément, nous, on était en civil et on est allé les voir. On était à peu près 80. Un groupe de métal du GIGN. Du GIGN, là, ouais. Ah oui, on a des activités en dehors de. Voilà, il faut bien se. Et en fait, on était donc au Bataclan, on était à peu près 80 personnes armées. Si ça avait été ce jour-là, effectivement, avoir une puissance de feu pour répondre, ça aurait. Je dis pas qu'il y aurait pas eu de mort, il y aurait pas eu de blessés, mais au moins ça n'aurait pas été ça. Après, moi, j'avais fait une conférence en février 2015, c'est-à-dire un mois après les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher. Vous avez une conférence à qui dans quel cadre? Les directeurs de spectacle, parce qu'ils devaient, en fait, c'était sous le cadre de Vigipirate Rouge Écarlate, ils devaient donc accueillir des services de sécurité pour fouiller les sacs. Et les entreprises, en fait, faisaient présentaient leur capacité. Et vous avez fait un discours, vous avez fait une conférence là-dessus? Moi, j'ai présenté, on m'a demandé, en fait, de leur présenter ce qu'était le terrorisme. Et ce qui risquait vraiment, et comment ça allait se passer. Je leur ai décrit trait pour trait le Bataclan, en fait, mais des mois avant. Ils m'ont rionné. Certains m'ont demandé quelles mesures il fallait prendre. Je leur ai donné. Ils ont ricané en général. Ils nous ont dit. Alors déjà, ils m'ont dit, mais nous, on est du monde du spectacle. On n'est pas des cibles. Mais je dis, vous êtes des mécréants. On est en démocratie. On a voté pour un président qui a une politique de lutte contre le terrorisme à l'étranger qui est extrêmement violente. On bombarde à l'étranger. Et à un moment donné, il faut se sentir concerné. Bien sûr. Mais si vous, ils vous ont dit alors et. Ouais. Certains sont partis. Et certains vous ont quand même demandé conseil en disant qu'est-ce qu'on fait, tout ça. Oui, je leur ai donné les conseils. Alors c'est gérer les flux, donc les foules, il faut bien que les gens puissent fuir parce que c'est la priorité, fuir. Mais pour ça, il faut que les portes soient larges. Une porte où quand on passe un par une porte, vous voyez ce que ça donne au Bataclan, ce qu'on l'a vu sur cette porte, sur cette issue de secours qui est extrêmement étroite. Qu'est-ce que vous pensez qui s'est passé dans le Bataclan pour les gens qui étaient en queue? Mais ils se sont fait tirer dans le dos. Donc je leur ai dit, il faut ouvrir les flux. On dit, mais ça coûte de l'argent. Je dis, c'est une question de choix. J'ai là, je peux rien pour vous. Là, je peux rien pour vous. Après, pareil, on parlait de pièces de confinement. Et dans les écoles, dans les établissements scolaires, on peut en parler. Qu'est-ce qu'une pièce de confinement? Alors, c'est pas que pour les couteaux. Admettons que demain, ça rentre avec des Kalachnikov. Il faut une pièce de confinement. Et on le dit dans le livre. Par balle, c'est quoi une balle de Kalachnikov? On explique sa capacité de pénétration dans un mur, dans de la terre, dans une voiture. Donc il faut s'intéresser au sujet et se tourner vers les bonnes personnes. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'après tout ce qu'il y a eu, on fait comme si tout ça, ça n'existait pas. Vous avez raison, il y a des réponses, même des réponses architecturales, des réponses... c'est quand même fou. Alors... on a des auditeurs, je pense, Esteban. On a Romain qui nous appelle des Yvelines, qui a composé le 0826 300 300. Bonjour Romain. Bonjour Romain. Bonjour messieurs, bonjour André, bonjour Atone. Merci pour ces informations. Et moi, je voulais partager un petit cas pratique, enfin 2 en l'occurrence. Oui, je me suis fait cambrioler 2 fois. Et la dernière fois, on m'a menacé avec une arme, en l'occurrence un couteau. Et comme on dit, jamais 203. Et maintenant que j'ai une femme et un enfant, ma question c'est comment je peux réagir à une situation où on rentre armé chez moi? Est-ce que je peux répliquer avec une arme à feu, ou est-ce que je dois répliquer face à un couteau avec un couteau? C'est un peu toutes ces interrogations, et aujourd'hui beaucoup de gens se posent ces questions, je pense. C'est vrai. Atone? Alors déjà, quand la vie est menacée pour défendre une télé, un ordinateur, je pense qu'il faut vraiment prendre un maximum de recul et se dire, est-ce que ça vaut le coup que je mette ma vie en danger pour du matériel? Alors, on peut être très attaché à du matériel, à des bijoux, mais ce
qui peut être intéressant quand on se fait cambrioler, c'est d'avoir un dispositif de caméra, et des caméras qui peuvent fonctionner, ou il y a des appareils qui prennent des photos à chaque fois qu'une personne passe devant, qui se mettent, c'est des outils des chasseurs qui mettent ça dans la forêt. Ça peut être mis en place. À chaque fois que quelqu'un rentre, il y a une photo qui est prise. Pardon. Moi, je connais aussi, il y a l'exemple de Romain, mais je connais des gens qui sont venus, qui se sont fait tabasser, et plus que ça, parce que où est le coffre fort? C'est pas vous dites il y a des gens qui ont été ligotés. Ben voilà, qui ont été ligotés. Plus, c'est pas seulement la télé. Vous dites, faut pas mettre votre vie en danger. Mais les gens, ils vont beaucoup plus loin. Ah, mais c'est sûr. Ils tabassent. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Mais je pense sincèrement, si on n'est pas en capacité de répondre, et on le sait très rapidement, il vaut mieux laisser les gens prendre ce qu'ils ont à prendre, et derrière faire confiance à la police, aux enquêtes. J'ai un exemple, j'ai un ami, Guillaume Play, qui s'est fait homejacker. Enfin, sa femme était avec son enfant. Ils se sont fait braquer avec une arme et ils n'ont rien pu faire. Elle a ouvert le coffre, il n'y avait pas grand-chose dedans. Ils ont pris ce qu'il y avait à prendre. Ils pensaient qu'il y avait beaucoup plus de richesse. Vous savez, le fantasme de la notoriété, les gens sont très riches. Bref, j'ai assisté au jugement, ils ont pris cher. Donc voilà. Il vaut mieux ne pas risquer sa vie. Si maintenant vous êtes dans le cadre de légitime défense, vous ne pouvez pas fuir, votre vie est vraiment menacée, et vous sentez que la personne va s'en prendre à vous, et que vous avez n'importe quoi entre les mains, ayez cette volonté de faire mal. Absolument. Ce serait que il y a une psychose qui s'installe, et aujourd'hui les policiers mettent 10 minutes à venir chez vous, donc on se pose de plus en plus la question de pouvoir répondre déjà à une première agression. Exactement, mais il faut se préparer à ça. C'est ce qu'on est fatigué de le dire, mais de physiquement, mentalement. Et vous avez eu déjà 2 expériences malheureuses, donc vous en tirez quand même un certain nombre d'enseignements, et vous n'êtes pas, je pense, dans l'attente de dire maintenant voilà, la police va mettre un certain temps. Qu'est-ce que moi je peux faire dans ces circonstances? Esteban, nous avons, je crois, beaucoup d'auditeurs. On va prendre Stéphane qui nous attend au standard. On va marquer une courte pause. Avant ça, et je rebondis sur ce que vous avez dit, Aton, c'est ce qui est arrivé à l'animateur Bruno Guillon il y a quelques semaines. On l'embrasse fort, Bruno Guillon. A tout de suite sur Sud Radio. Retour d'Ambert comme dans tous ses états. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. On est toujours avec Aton qui est notre invité du jour, et on accueille Stéphane au 0826 300 300. Bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour André, bonjour à tous, bonjour à votre invité. Je voulais juste dire quelques mots concernant, donc merci à votre invité pour ses propos et ses positions. Je vais acheter son livre, naturellement. Moi, j'ai été harcelé au collège quand j'étais gamin, et je me suis rapidement mis aux arts martiaux, et très rapidement, quand j'ai eu un grade supérieur à celui des personnes qui me harcelaient, le problème a été réglé sans combat, sans violence. Donc effectivement, se préparer, ça paye. C'est ce que moi j'entends dans le propos de votre invité. Tout à fait. Et également, Machiavel disait, je crois que c'est dans l'ouvrage Le Prince, qu'il vaut mieux être craint, est-ce qu'il vaut mieux être aimé ou craint? On préfère être aimé, mais il est plus sûr d'être craint. Donc effectivement, voilà. Ensuite, moi je suis depuis peu j'habite depuis peu en zone gendarmerie, et donc je vivais en ville. Oui. Et donc au niveau j'ai eu des problèmes de voisinage. Donc à chaque fois qu'il y a eu ce genre de problème, je suis sorti toujours avec une arme blanche, tonfa caché dans les vêtements, ce genre de choses, un bout de bois on va dire, parce que effectivement il y a toujours le risque que ça dégénère. Et il se trouve que j'habite tout près de là où Emmanuel Macron a inauguré une nouvelle gendarmerie. Et on nous dit nouvelle gendarmerie, mais la vérité c'est qu'ils en ont fermé 2 autour. Donc en fait, les gendarmes sont un peu plus près par chance de chez moi, donc une quinzaine de minutes. Mais bon, quand tout dégénère, 15 minutes c'est très long. À supposer que les gendarmes puissent se déplacer. D'accord, merci. En fait, c'est intéressant. Il sort avec, quand il y a une querelle de voisinage, il sort avec son tonfa, Evan. Est-ce que en général, est-ce que je veux dire, si on s'attend, qu'il risque de dégénérer, est-ce qu'il faut quand même se préparer peut-être à avoir une arme, quelle que soit l'arme, ou effectivement il vaut mieux sans, parce qu'on ne sait pas comment on va réagir, à votre avis? C'est comme quand vous partez en vacances, vous faites votre valise, vous faites en sorte de rien oublier. Ce serait dommage d'aller à la plage et d'oublier son maillot de bain. Ce serait dommage de se retrouver chez le voisin qui va vous ouvrir sa porte
mais pour se débarrasser de vous, parce qu'à un moment donné, il en a marre, il a vraiment une haine contre vous. Bon, ce serait dommage de rien avoir entre les mains. Après, attention, il faut quand même prendre du recul et avoir de la lucidité et se préparer, comme disait la personne au téléphone. Stéphane a pratiqué les arts martiaux. Est-ce que ça a pour effet de se préparer? Alors, soit en se préparant mentalement aussi, on n'est pas obligé d'être un champion dans les arts martiaux, mais ça donne de l'assurance. Ça donne de l'assurance, ça permet de prendre du recul, et quand on a du recul, vous savez, vous êtes beaucoup plus serein. On va plus, un harceleur, une personne qui va vous agresser, elle a ce truc un peu animal d'aller vers la personne la plus faible. Ça, il le sent. Si vous êtes préparé, vous êtes dans le métro, déjà vous avez pas le nez sur votre téléphone, mais vous regardez les gens, vous avez moins de chances de vous faire agresser. Ceux qui font des vols à la tire vont s'en prendre plus facilement aux gens qui sont focalisés sur leur téléphone. Vous êtes une femme, vous êtes de petits gabarits, vous êtes une cible facile. J'avais une prof de français comme ça qui était pas très grande, assez menue, mais elle avait l'œil partout. Elle regardait tous les élèves droit dans les yeux. Je peux vous assurer qu'on a passé une année tranquille. Ah ouais. Elle regardait dans les yeux, elle n'avait pas peur. Il y avait une détermination, c'est-à-dire qu'elle n'était pas forte physiquement, mais elle était sûre d'elle, de ne pas se faire attaquer, parce qu'elle avait très certainement les moyens. On savait ça. Et comme on ne les connaissait pas, ces moyens de riposte, on n'avait vraiment pas envie de la titiller. Esteban. Nous avons France qui nous appelle depuis Toulon dans le Var. Bonjour France. Bonjour France. Oui, bonjour messieurs. Bonjour. À Aton, je voulais justement toujours dans cet esprit de défense, surtout pour les femmes, vous aviez montré sur une vidéo le Self Defender Tool. Seulement cet article que je voulais est en rupture de stock depuis plusieurs mois en Californie. Est-il possible? Alors première question, avons-nous le droit de le posséder en France? Deuxième question, où pouvons-nous nous le procurer? J'ai déjà été agressée, je sais me défendre, mais j'ai 73 ans. Aujourd'hui, je n'aurai plus la même force. Surtout et cet outil peut être dissuasif aussi, et il ne tue pas, mais il fait très mal, comme le Kubotan. Alors, question précise. Une question très précise. Écoutez, merci. Alors moi, c'est vrai que je suis allé beaucoup aux États-Unis, et c'est vrai qu'ils ont une vision qui est complètement différente de la nôtre. Et j'ai un ami qui a développé un outil qui s'appelle le Self Defender, le Survival Tool, qui est en fait un outil pour couper les ceintures de sécurité et pour briser les vitres. Mais moi, quand il me l'a mis entre les mains, j'y voyais une autre utilité, c'est-à-dire vraiment quelque chose pour la self-défense, pour faire des frappes, mais qui ne tuent pas, qui ne sont pas létales, mais ça fait mal. Moi, j'ai eu beaucoup. Vous connaissez cet instrument dont on parle? Oui. J'ai essayé en fait de le faire vendre en France, et c'est extrêmement compliqué parce qu'en fait. Pourquoi? Les gens en fait répondent tout de suite: ah mais moi je vais pas prendre ça parce que si je me fais contrôler avec, j'ai peur d'être embêté. Donc les gens en fait ont peur d'avoir quelque chose pour se défendre parce qu'ils ont peur de la loi, de la justice. Est-ce que c'est permis en France ou pas, à votre connaissance? Alors cet outil n'est pas catégorisé. Donc, il n'est pas interdit. Après, moi, je recommande, moi, j'en ai un dans la voiture, j'en ai pas là, si je l'avais sur moi, je vous l'aurais montré, mais j'en ai un dans la voiture, et effectivement, c'est un très bel outil, mais il y en a plusieurs, il existe plusieurs choses, la bombe lacrymogène, c'est pareil, mais il faut connaître la loi, mais ensuite, à un moment donné, il faut aussi assumer. Disons que la loi n'est pas morale. Oui, bien sûr. La loi n'est pas morale. Donc, le droit n'est pas moral. Voilà, quand la moralité justifiera de votre réaction, la justice ne la justifiera pas. C'est clair. En ce qui me concerne, j'assume. Je préfère. Non, mais c'est intéressant de savoir que ce n'est pas illégal d'avoir un instrument. D'avoir quelque chose, oui. Et puis, ce que dit madame, moi je trouve ça, j'ai 73 ans, j'ai envie de me défendre, vous voyez. Là. Je vais aller plus loin. Vous savez, il y a des gens, ils ont le fusil du grand-père, qui se passe, mais ce fusil n'est pas forcément déclaré. Vous n'avez pas le droit de l'avoir chez vous. Vous avez un contrôle, vous êtes embêté, c'est sûr. Bon, déjà, avant que les gendarmes viennent chez vous pour ce fusil, il faut qu'ils aient la... Sauf que, pardon, je vous interromps, Aton, vous savez que le gouvernement a demandé il y a un an et demi de ramasser toutes les armes, y compris celles du grand-père. Oui, dans la même période, on a félicité les Ukrainiens qui prenaient les fusils du grand-père pour défendre le pays. Vous voyez un peu les contradictions. Les contradictions. Mais si vous utilisez une arme qui n'est pas déclarée, que vous l'avez le fusil du grand-père, certains l'ont comme ça, avec quelques cartouches, au cas où, vous savez, ça se transmet. Si vous êtes dans le cadre de la légitime défense, et ça on l'explique bien dedans, vous ne serez pas poursuivi par rapport à ça. Voilà. Bon à savoir. On a Jean-Claude qui nous appelle depuis l'Essonne. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude. Bonjour.
Bonjour Sud Radio, bonjour Monsieur Berkoff et bonjour à vos invités. Très intéressant, super intéressant. Déjà félicitations à votre auteur parce que je trouve que son cursus, si on n'avait pas ce genre de personnes, je pense que ça serait très très difficile dans certaines circonstances. Moi, la question que je voulais poser à vos, à vos écrivains, moi j'ai 69 ans. J'ai 69 ans, je suis pas né quand même de la dernière semaine. Moi, je voulais poser la question à vos invités. On a quand même deux ministres importants quand même en France. Le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Quand vous avez un ministre de l'Intérieur qui nous dit à nous, citoyens, effectivement, citoyens, on n'est pas là pour faire la justice, on n'est pas là pour faire la police, mais qui nous dit, pas de problème, la police éradique et on a effectivement évité plein de choses. Tant mieux, j'ai envie de dire tant mieux. Et puis le ministre de la Justice qui nous explique, parce que ça c'est quand même fort de café, mais il n'y a pas d'insécurité en France, messieurs. Il y a un sentiment d'insécurité. Voilà, c'est nous qui fantasmons, il y a un sentiment d'insécurité. Ouais. Alors, messieurs, excusez-moi, est-ce que vous ne croyez pas qu'au niveau de l'exécutif, il faudrait déjà prendre un petit peu ses responsabilités avant de nous dire, commencez à vous entraîner. Il faudrait peut-être dire qu'on n'est pas dans un pays très sécuritaire. Voilà. Aton ? Alors, moi, vous savez, je ne m'énerve plus devant la télé. J'ai arrêté, je me fais des ulcères. Je mets ça un peu de côté parce que je ne peux pas agir, si ce n'est sur les élections. Et encore, faut trouver le bon et c'est un peu compliqué. Pareil, les ministres passent, se succèdent et on a toujours les mêmes réponses. Donc, moi, personnellement, je me responsabilise moi-même et je me dis, moi, à ma hauteur, avec mes capacités, qu'est-ce que je suis en mesure de faire et qu'est-ce que je suis en mesure d'apporter. Donc, ce livre, c'est pas un constat, c'est pas qu'est-ce que les politiques peuvent faire. On donne pas de conseils aux politiques parce que moi j'ai pas fait les études pour être politicien. On fait juste preuve de bon sens. Et on dit à chacun, vous ne serez pas, on portera pas secours dans la minute, dans les 10 minutes peut-être. Donc, qu'est-ce que vous, à votre niveau, vous pouvez faire? Et c'est vrai qu'il faut se lever le nez un peu du portable puis refaire des relations un peu sociales. Le voisin, alors on peut être fâché avec son voisin, mais on peut aussi être en accord avec son voisin. Et puis surveiller la maison de son voisin. Et quand on part, c'est lui qui le fait. Et c'est ça, en fait, il faut rétablir un peu un vrai dialogue social, une vraie action. En fait, ce que vous dites, Aton, et je crois que c'est très important, chacun doit se responsabiliser déjà. Aide-toi et peut-être les autres t'aideront, mais aide-toi. Exactement. Merci. Merci beaucoup Aton d'avoir été avec nous. On rappelle ce livre, Se préparer au pire, c'est sorti chez Albin Michel. Merci à tous.